Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a reçu pour le énième épisode de... On saura jamais c'est quoi. Faudrait avoir un petit cahier avec des X, là. Oui, comme... vous l'avez vu dans le titre, donc c'est à vous de nous le dire, on est rendu auquel. Mais très heureuse d'avoir reçu Daphné Veilleux-Lemieux, présidente de l'organisme Chio Nordique. Daphné, c'est mon amie. J'ai appris à la connaître au travers Chio Nordique. Mes premières cliniques que j'ai faites avec eux, j'ai appris à connaître Daphné. On a appris à se connaître au travers ça. Mais surtout... on a parlé de l'expérience Chio Nordique, on a parlé des mythes et réalités derrière l'organisme, les pensées parfois arrêtées sur l'organisme. Oui, puis même sur les, la démystification de beaucoup justement d'idées préconçues qu'on avait tendance à avoir et que moi-même j'avais sur, je me rappelle là, quand au début du podcast, j'étais comme ça, faut que je pose ça comme question, ça. Puis je pense que c'est des questions que vous êtes probablement déjà posées et je crois que une fois que tu es dedans puis que c'est expliqué, t'es comme ça fait du sens, genre making sense, mais quand tu es d'un point de vue extérieur, ça peut être plus facile d'être dans le jugement puis dans comme, voyons pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi justement, comme à ramener des chiens quand au final, on en a déjà plein. Fait que, plein de petites questions de même. Je pense que ça va être un podcast enrichissant pour probablement toutes les personnes justement qui sont impliquées de près ou de loin dans l'expérience Chio Nordique, en fait. Tu sais, ce que j'ai envie de dire ici aussi, vous allez le voir si vous écoutez tout l'épisode, mais s'il y a bien un épisode que j'ai envie de vous dire partager, c'est celui-ci, parce qu'encore une fois, c'est les partages, c'est la connaissance, le fait d'en parler qui va vraiment aider l'organisme. Puis oui, le but, c'est d'avoir du fun puis de faire du divertissement. Mais si en plus, on peut aider des organismes comme ça qui sont, selon moi, essentiels, tant mieux, tu sais. Fait que sinon, tous les liens seront dans la bio. Et voilà. Donc, sur ce, bonne écoute! Je suis contente de te voir. Merci d'être là. Pour vrai, ça fait longtemps qu'on avait fait des petites bourdes de questions. Puis il y a beaucoup de monde qui nous disait invitez Chio Nordique. On veut Chio Nordique. Donc, Chio Nordique est là pour vous aujourd'hui. Daphné. Chio Nordique, c'est beaucoup plus vaste, là, mais ouais. Le poids de Chio Nordique sur tes épaules depuis plusieurs années. Mais avant de parler de Chio Nordique, je veux que tu nous parles, Daphné, c'est qui, a fait quoi, vétérinaire, mais ton parcours professionnel. Crime. Une vingtaine d'années en médecine des animaux de laboratoire. Fait que moi, j'ai débuté ma carrière de vet en 2006 à l'Université de Montréal. D'entrée de jeu, je suis pas pour la recherche sur les animaux. Moi, j'étais là comme une espèce d'activiste dans l'ombre, là, pour donner une voix à ces animaux-là qui n'ont pas choisi d'être utilisés. Fait que j'ai travaillé 2 ans à l'Université de Montréal, puis j'ai travaillé 17 ans et demi à l'Université Laval. Donc, j'étais la directrice des services vétérinaires de l'Université Laval pendant les 17 dernières années. Pour l'ensemble des animaux utilisés en recherche, l'Université Laval, c'était le plus gros programme de soins du Québec. Fait que dans le fond, c'est tous les animaux qui sont, mettons, qui subissent les tests pour les trucs médicaux humains ou chiens? Chien ou... À l'Université Laval, c'est exclusivement pour soit de la recherche fondamentale ou de la recherche pour les êtres humains. C'est sûr que... Non, c'est pas, par exemple, comme la faculté de médecine vétérinaire qui va avoir une étude X sur je sais pas quelle molécule pour aider l'ostéoarthrose chez le chien. C'est pas ça du tout, là. Donc, tu sais, ça passe de la souris aux primates. Moi, j'étais spécialisée principalement en primates. On appelle ça des primates non humains, là, mais en primates non humains. Donc, des modèles de primates à l'Université Laval pendant presque une vingtaine d'années. Puis, j'ai fait le saut dans Chio Nordique en adoptant un chien en octobre 2011 exactement. Un chien qui avait une brûlure là, au niveau du flanc, une brûlure chimique. Monsieur Boule, qui venait de Kawachikamash. C'était une grosse patate. Qui est décédé très récemment, là, mais bref, j'ai mis les pieds dans l'organisme en adoptant un chien, puis j'ai décidé d'être vétérinaire plus pour les transferts canins, jusqu'à temps qu'il y ait un événement qui fait pouf. Ça existait déjà. Oui, Chio Nordique a été fondé par Cathy Sanson et André Roy. Okay. Cathy, c'est une ergothérapeute qui va principalement à Kawachikamash. Je pense que c'est 1 ou 2 fois par année, elle y va encore, faire les soins des elders, des personnes âgées. Puis elle ramenait dans son sac à dos des chiots. Okay. Puis on développait... Ouais. Mais sans réfléchir qu'il y avait toute une notion de santé publique derrière, puis etc. Donc, ils ont fait elle puis André, ils ont construit une espèce de réseau, je dirais, plus organisé d'adoption canine. Fait qu'après ça, il y avait des chiens de Kawa, mais il y avait des chiots et des chiens adultes d'autres villages ou d'autres communautés, puis principalement des allochtones, enseignants, infirmières qui transféraient des chiens. Puis moi, j'étais une des chanceuses qui a adopté. Puis j'ai décidé de m'impliquer. Puis en janvier 2012, il y a eu un cas de rage. Donc, il y a un chien qui a été transféré de Kawachikamash ou de Matimeka-Lac-Jaune, ça je m'en rappelle pas, mais bref, de Schefferville vers Montréal.
Puis c'est là où tout a commencé. Donc, mon implication vétérinaire, puis ça a chamboulé la mission de Chio Nordique, parce que Chio Nordique, c'était exclusivement du transfert canin. Puis ensuite, on a eu au printemps 2012 une demande des communautés en disant, nous, on veut arrêter de faire des tueries à l'arme à feu. On veut gérer notre surpopulation canine d'une manière plus éthique. Comment Chio Nordique peut aider? Puis c'est là où, finalement, j'ai développé le programme de clinique de stérilisation en communauté. Donc, c'est toi qui a intégré ça dans Chio Nordique. Là. Tout à fait. Okay. Pas seul, assurément. Puis c'est vraiment venu... Moi, je dis tout le temps que Chio Nordique, c'est par et pour les communautés. Hein? Parce que, tu sais, si les communautés n'avaient pas le désir profond de moduler leur action puis de faire d'autres choses que qu'est-ce qu'elles font depuis des années, bien, Chio Nordique n'existerait pas. Donc, c'est vraiment par et pour les communautés. Puis, c'est moi, principalement, comme vétérinaire, qui a intégré ça. Puis, il y avait Éric puis Chantal qui aidaient énormément aussi pendant les premières années. Ouais. Je trouve ça fun que t'en parles, là, parce que, trop souvent, les gens pensent que Chio Nordique, c'est du transfert de chiens, puis, vous transférez des chiens, puis tout ça. Puis, à quel point, c'est pas ça, puis c'est pour, comme tu dis, aider les gens là-bas à cause de tous les risques de la surpopulation canine, parce que c'est pas juste que tu marches dans la rue puis il y a des chiens. Puis aussi au niveau de la santé publique, puis je sais pas si tu peux nous parler un peu plus de cette, des démarches que vous prenez encore à ce jour pour aider la santé publique, autre que juste dans la stérilisation dans les communautés. Mais tu sais, je pense, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions de Chio Nordique, au départ, on pense juste par le nom, là. Le nom, déjà, ne reflète pas ce qu'on fait. Hein? Ça, d'entrée de jeu, c'est de concilier le chien à l'humain dans les communautés où les chiens sont en liberté, où il y a des contacts, il y a de l'hyperparasitose, il y a de la rage dans certaines régions, pas partout. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vacciner, on va vermifuger les animaux quand on va aller en communauté également. Donc, ça a une partie de santé publique, sécurité publique aussi, puis diminuer la population canine, puis de sensibiliser la population à comment réagir si tu te fais courir après par... plein de chiens, etc., ça va faire en sorte qu'il y ait quand même moins de morsures, etc. Donc, c'est beaucoup plus que le bien-être annuel, c'est beaucoup plus que l'action sur le chien X ou Y. C'est une action qui est pour l'ensemble de la population, qu'elle soit canine ou humaine, finalement, en communauté. Là. Je me rappelle plus si c'est toi qui l'avais dit ou Laurence, mais c'est vraiment aussi les transferts de chiens, c'est des effets secondaires de Chio Nordique. C'est pas la mission première, ce n'est pas de relocaliser des chiens. Tu sais, comment je pourrais le dire, c'est que les transferts canins, c'est par dépit. Ouais. Je vais le dire comme ça. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait partie de la solution. Puis c'est souvent la solution rapide. Ça va être souvent de dire, on a trop de chiens en communauté, on vous les donne, puis ciao, bye, c'est fini. Mais au final, c'est pas ça. C'est parce que c'est une roue qui tourne. Là. Si on stérilise pas, il va y en avoir d'autres transferts. Puis c'est infini si on ne fait que des transferts canins. Tu sais, le rêve ultime, c'est que des transferts canins, il n'y en ait pas ou il n'y en ait presque pas ou il y en a dans certaines circonstances, comme ici, quelqu'un qui veut se départir de son chien pour diverses raisons, on le prend en charge. Parce qu'il y a de la complexité de la distance, là. Tu sais, je veux dire, à Shefferville, transférer un chien à temps, là. Bien, il y a la complexité de la distance. Il y a la complexité d'un transfert de chien qui a été en liberté, souvent pendant plusieurs années. Tu sais, les chiots, ça va quand même relativement bien. On a des chiens qui vont s'adapter facilement à une vie de maison. Mais un chien adulte qui était en liberté pendant 2, 3, 4 ans, qui avait... Moi, j'appelle ça des vrais chiens, je m'excuse, là. Tu sais, c'est des chiens qui ont des superbes comportements que finalement, tu dis « Ah oui, il va bien s'adapter ». Mais il n'a jamais connu, des fois, les escaliers, le plancher qui glisse, un humain aimant. Donc, quelqu'un qui va en prendre soin. Il n'a jamais connu d'être toute seule dans 4 murs pendant 8 heures de temps. Aller marcher en laisse. Tout, au final. Tu sais, des contacts différents avec des congénères canins. Aucun contact souvent avec des félins, parce qu'oubliez ça, un chat en communauté, ça meurt. On va le dire comme ça. Fait que tu sais, c'est pour cet animal-là, c'est des bouleversements continuels pendant je dirais, un court laps de temps. Puis, on pense que c'est la solution. Mais est-ce que c'est la solution? Tu sais, ça, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Mais moi, je pense que ça passe par la stérilisation et la sensibilisation des propriétaires. Parce que l'autre chose, c'est que les Autochtones ont toujours eu, puis ça vient pas de moi, ça vient c'est des propos d'Autochtones, là. Ils ont toujours eu des chiens. Ça fait partie de leur histoire, mais maintenant, pourquoi ils en ont? Exact. Ça sert plus vraiment au transport, ça sert plus toujours à la chasse. Il y en a qui chassent encore, toutefois, puis il y en a qui vont à la pêche, même avec leur lab, puis etc. Mais le lien canin-humain,
Ils doivent se le réapproprier, mais c'est eux qui doivent le faire. T'sais, nous, on va pas leur dire comment tu dois t'occuper de ton chien, puis pourquoi tu as un chien. Fait que, c'est de les sensibiliser à « t'en veux-tu vraiment un? » Puis si oui, comment tu peux t'en occuper pour que de la manière qui est hébergée ou de la manière que tu en prennes soin, ça n'ait pas un impact, je dirais, majeur sur l'ensemble du reste de la communauté. Bref, c'est très nuancé, puis il y a tellement de choses, mais le transfert canin, pour moi, n'est pas la solution. Mais comme tu dis, justement, le stériliser, si on comprend justement comme c'est ce qu'il faut faire, mais de le ramener, justement, ça apporte plus de problématiques. Là, on parle de l'humain, pas de l'adulte, pas le chiot, là, que ça y amène souvent plus de problématiques que de résolution. Ça serait pas mieux de le stériliser, mais de le relocaliser là-bas? Je peux pas dire que dans un large pourcentage, ça n'ira pas bien. Je vais parler au sud, là, mais dans un milieu que nous, on connaît. La majorité des chiens adultes vont s'adapter. Moi, je fais de l'anthropomorphisme à côté, là, mais je trouve qu'ils ont une résilience qui est incroyable. C'est des chiens qui, normalement, vont s'adapter. Mais c'est pas tous les chiens qui vont s'adapter. Fait que c'est cette proportion-là de se dire mais lequel ne va pas s'adapter? On le sait pas en communauté quand on a une dizaine de chiens à transférer, tous adultes, tous de 2 ans, qui ont vécu presque tous la même chose. Lequel va être bien dans une maison versus lequel va avoir un apprentissage. Parce que la majorité des transferts vont bien, voire la presque totalité, mais c'est une courbe d'apprentissage qui est peut-être plus importante que ce qu'on voit si on adopte un chien d'une SPA, SPCA. En même temps, il y a tellement d'autres facteurs. Là, juste. Tu sais que vous fonctionnez avec des familles d'accueil. Fait que, heureusement, il y a ça qui peut... Puis là, attention, ce n'est pas justement des bêtes de laboratoire, mais il y a ça qui peut être testé d'une certaine façon. Puis oui, c'est sûr, comme on disait juste dans l'épisode d'avant, qu'il y a certains matchs, puis même avec une famille d'accueil, il y a des matchs humains-chiens qui ne marcheront pas. Mais il y a des choses que tu peux voir pas mal plus qu'avec un chien dans un refuge. Un chien dans un refuge, tu prends un chien adulte, tu le mets dans une cage, tu leur dis qu'il y en a eu combien que finalement, en famille d'accueil, ça va quand même bien. Puis oui, ils ont leurs défis par rapport au confinement, mais que le reste, ça va bien, tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je vais prendre l'exemple de Manawan, qu'on a fait un gros sauvetage. Avant nos sauvetages, c'était des fois jusqu'à 120 chiens qu'on transférait d'une communauté. Oui, c'était énorme. Maintenant, dans le contexte actuel, on va s'entendre, hein, ça l'a réduit énormément, mais on a transféré une vingtaine de chiens. Là-dessus, 75%, c'était des chiens gériatriques. Oh, OK. Fait que là, on se disait... ça va diminuer parce que, justement, à un moment donné, votre travail commence à faire effet? Non, pas nécessairement. Ça, c'est encore une fois, c'est nuancé, puis je pourrais t'en parler. Il y a plein de palettes, puis il y a plein de réponses à ça. Là, mais le contexte fait que nos partenaires, parce que nous, on travaille avec des partenaires, on ne peut pas, avec un réseau de familles d'accueil, transférer 120 chiens. On oublie ça. OK? Donc, les partenaires n'ont pas la capacité aujourd'hui de ce qu'ils avaient il y a plusieurs années. De un. Première raison. Deuxième raison, oui, dans certaines communautés, c'est qu'il n'y a plus autant de chiens à transférer, ce qui est excellent, pour diverses raisons. Est-ce que les chiens demeurent plus en communauté? Est-ce qu'il y a moins de chiens à transférer? Est-ce que les propriétaires s'en occupent d'une manière différente que le 8 ans? Ça, c'est multifactoriel. Mais on n'est pas en mesure autant d'en transférer. Mais tu sais, les chiens gériatriques, on s'est dit, on va avoir de la difficulté. Finalement, adaptation comme ça en maison, mais c'est des chiens qui ont vécu dehors toute leur vie. Il y avait des chiens de 13 ans, etc. Finalement, match parfait pour 100% des chiens. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que transférer un chien adulte d'une communauté autochtone, ça va mener à un insuccès ou à quelque chose de très complexe. C'est faux. La seule chose qu'il faut savoir, c'est ça se peut que ce soit difficile. Mais pourquoi transférer un chien de 13 ans? Il ne peut plus faire de bébé. Il est encore trop en dérangeant là-bas? C'est des transferts de propriété. Donc, nous, ce que Chiot Nordique fait, c'est que si un propriétaire veut se départir de son animal, on signe un formulaire de transfert de propriété. C'est juste qui... OK. Hey, c'est triste, à 13 ans, de laisser ton animal. T'es comme crime, il en reste... C'est plate à dire, mais comme pas long. Non. Mais semble que tu l'as eu... Puis il y en a des tristes histoires. Ben, il y en a plein de des histoires tristes, mais Seigneur... Il y en a plein, mais tu sais, dernièrement, je recevais des courriels de gens, pas du tout de communautés autochtones, qui disaient « Ah, j'ai entendu parler de votre organisme, j'ai un chien de 13 ans, il est en fin de vie, est-ce que je peux... » Non. De un, nous, notre mission ne le permet pas, mais de deux, c'est sûr que, comment je pourrais dire, il y a des situations qui font en sorte que des fois, humainement puis émotionnellement, on fait... What the...
C'est pourquoi tu n'as pas gardé ton chien pendant 13 ans, qui a 13 ans, je m'excuse, jusqu'à la fin. En même temps, ils n'ont pas de moyens d'euthanasie, ils n'ont pas de service vétérinaire de proximité. Les animaux de 13 ans là-bas qui ont des problèmes, etc., vont pas nécessairement recevoir les soins. Fait que, au final, moi, je vois ça. Il faut toujours essayer de faire sortir le beau de chaque situation, malgré que des fois, tu es comme, c'est pas ça que j'aurais fait, moi, mais comment juger une situation quand on n'est pas dedans, puis en même temps, on peut pas poser des milliers de questions. Fait qu'on le prend, on accepte le chien, puis le chien, là, a eu des soins. Malgré que non, il reste pas beaucoup d'années à vivre, mais ça l'a permis ça. On a parlé de vous organiser des cliniques de stérilisation, mais là, je veux qu'on aille plus là-dedans, OK? Parce qu'on a parlé, on le sait que c'est un effet secondaire, le fait de transférer des chiens. Puis on a parlé un petit peu de ce qui se passe rendu ici. Mais il y a tout un travail qui se fait sur le terrain là-bas. Comment ça fonctionne? Puis l'organisation, grosso modo, d'une clinique, est-ce que tu fais ça toute seule? Comment que ça fonctionne? Le matériel? Avez-vous du matériel là-bas? Explique-nous comment ça fonctionne. Je sais même pas c'est quoi une clinique. Ah, ben, comment ça zéro? Bien, ce qu'il faut comprendre, le programme de clinique, on appelle ça un programme de clinique de stérilisation ciblée ponctuelle. Bref, faire court, c'est un programme moi, j'appelle ça des services vétérinaires de proximité parce qu'au final, on ne fait pas que de la stérilisation. C'est un programme volontaire. Fait que la première chose, il faut que la communauté ou le village identifie un besoin. Que ce besoin-là, c'est d'obtenir des services vétérinaires. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça part toujours d'une demande d'une communauté des Premières Nations inuites. Non, pas du tout, pas du tout. De un, on n'aurait pas l'effet escompté. C'est vraiment pas le but. C'est pas je m'excuse, là, c'est pas le blanc qui va sauver la communauté. On va le dire comme ça, puis il faut pas qu'on soit vu comme ça non plus. Donc, première chose, on reçoit une demande. Moi, ce que je vais faire, si je vais m'asseoir, il y a des communautés avec qui on travaille depuis des années, là, mais si on va partir, si c'était l'exemple c'est un nouveau village, une nouvelle communauté qui dit « Hey, j'ai entendu parler de Chou Nordique, est-ce que vous pouvez venir, etc. » Moi, je vais rencontrer la communauté. C'est sûr, ça se fait pas en présentiel, là, je vais pas nécessairement me déplacer, mais bref, on fait une rencontre pour que je leur explique « Voici les services que nous, on offre. Qu'est-ce que vous avez de besoin, vous? » Parce qu'au final, les communautés ne sont pas similaires. Même dans certaines nations, là, nos 3 communautés atikamekw peuvent être différentes dans leur gestion canine, etc. Donc, je leur demande c'est quoi leurs besoins, c'est quoi la meilleure période pour venir une intervention de terrain. Parce que est-ce qu'il y a la semaine culturelle à un moment donné? Là, à Nutashquan, il y a la fin de semaine du maïs jaune. J'avais jamais entendu parler. Bref, il y a plein de choses comme ça, mais nous, on n'est pas au courant. Donc, il faut vraiment savoir quels sont leurs besoins, puis où on va travailler. Combien il y a de chiens à examiner et ou à stériliser. Ça va différer du moyen de transport, je dirais de la grosseur, de l'étendue de l'équipe, etc. Donc, c'est vraiment de s'asseoir avec la communauté et de leur expliquer qu'une seule clinique, ça va pas changer le monde non plus. Il faut pas croire que parce que Chou Nordique vient faire une clinique en 2019, que 5 ans plus tard, ça sera pas revenu au même point. Donc, c'est tout ça. Ça, c'est la première chose, puis c'est moi qui le coordonne. Donc, on fait un wrap-up, on détermine ensemble où qu'on va tenir la clinique, quand qu'on va tenir la clinique, quel service on va offrir. Puis, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a certaines communautés qui ont des contrôleurs animaliers. Okay. Par exemple, toutes les communautés CRI au Québec depuis longtemps, là, je dirais que c'est des précurseurs du contrôle animalier, les communautés CRI. On s'entend, c'est des communautés qui ont quand même beaucoup d'argent. Mais ceci étant dit, eux autres, ils ont des règlements. On appelle ça des bails-là, mais ils ont des réglementations locales qui disent, ben si un chien a été capturé, n'est pas réclamé dans les 72 heures, le contrôleur animalier a le droit de faire ce qu'il veut avec. Donc, bon, ben, est-ce qu'on fait de la capture ou on n'en fait pas? Si oui, de quelle manière? Donc, c'est la communauté qui va le déterminer. C'est pas nous qui allons le déterminer. Puis, je vais bâtir l'équipe avec ça. Donc, quand la période était terminée, moi, je lance un sondage de disponibilité dans l'univers, puis je demande, on a 3 catégories de bénévoles, techniciens en santé animale, vet, puis j'appelle ça des bénévoles non médicaux. Accueil, chenil, porte-à-porte et compagnie. Donc, OK, du 22 au 24, on va à Nutashquan qui est disponible, puis ensuite, je vais bâtir l'équipe avec ça. Je prends normalement, j'aime ça avoir un 50 à 75% de personnes expérimentées Chou Nordique pour être en mesure
d'offrir le meilleur service. T'sais, on pourrait pas commencer à former l'ensemble de l'équipe puis d'avoir... on ferait pas 50 à 60 chirurgies par jour. Là. C'est bénévole, mais toute dépense payée, mon Dieu. Ben là, Ça, on s'en va allait pas dans le dans sud. le linge, là. Non, c'est Mais- ça, exact. Mais oui, Ok, toute je dépense pense avec payée. des drinks, puis... Fait que Ça oui, piscine. c'est tout bénévole, puis oui, soit Chio Nordique ou la communauté, parce qu'on pourrait parler du partage des responsabilités après, mais les bénévoles vont rien payer, donc ils paieront Ok. pas le transport, vont rien payer du tout. Mais ils n'ont pas de... Dans le fond, eux, ben, je sais pas c'est combien de temps habituellement, mais mettons, ils vont aller là, ils n'auront pas de rémunération, eux autres, pour Non. payer leur affaire. C'est une semaine comme une semaine de vacances, au final. Ben, Pour faire une bonne semaine, action. ça a-tu déjà arrivé des semaines de Chio Nordique? Au début. Le rêve. En 2012, là, c'était une semaine. Oui, mais les gens peuvent plus faire ça. Non, C'est ça, c'est le bénévolat et le volontarisme ont changé de manière drastique depuis la COVID aussi. Ben, non. Ouais, mais ça, on dirait que ça tombe jamais fort que toi, tu m'écrives avant, tu sais. Mais l'organisation, c'est de sélectionner l'équipe en premier, puis après, ben là, tout va s'imbriquer, c'est-à-dire, est-ce qu'on y va en avion ou pas? Est-ce qu'on y va par la route ou pas? Combien de véhicules on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un vol nolisé où on paye des billets d'avion, je reste standard, etc. Fait que si on parle d'une clinique par route, normalement, c'est une remorque 16 pieds qui est pleine de stock. Donc, pour faire un chenil temporaire d'une 50aine de cages, pour faire une clinique, finalement, pour faire... il y a un secteur examen, 3 tables de chirurgie, 3-4. Il y a un post-op. Puis, normalement, on est entre 15 et 18 bénévoles. OK, fait quand même. Oui. Là. Oui, Ça, c'est c'est quand c'est même dans le ça. Nord? Ben là. Non. Non? Moi, Non. parce que là, tu me parlais de Bledin tantôt, qu'il y a un festival de Bledin. J'étais là, oui, c'est pas dans le Nord avec le Riglou, là? Non. Non, dans la coule. Mais dans le Nord. Non, Chio Nordique offre les services à toutes les communautés qui en font la demande. OK. Fait que ça, c'est Les communautés des Premières Nations. Première Nation Inuit du Québec. OK. Ouais. Fait que quelqu'un ici à... Comment ça s'appelle, nous autres? Wendake. Ouais, il pourrait. Ben, il n'y a pas de chien. Il y a pas... S'il y aurait des le- chiens, il pourrait. Oui, exactement. Oui, exact. On appelle ça une autodétermination. Si la communauté décide de faire affaire avec Chio Nordique ou peu importe un autre organisme, ils ont le droit de le faire OK. pour régler, je dirais, pour régler un défi de surpopulation et ou juste offrir des services vétérinaires. Ça Parce que s'est dans déjà ce- arrivé, les radissons et tout ça, là. c'est que des services vétérinaires. C'est pas nécessairement pour qu'il y ait un contrôle. Plus des consultations, des soins de Oui. routine. Puis, Exactement. Communauté CRI, je dirais Mhm. aussi pour la majorité. Oui. Mais non, personne n'est rémunéré. Normalement, une clinique va durer entre 4 à... Le maximum, c'est 5 jours, puis j'essaie que ça ne dure pas 5 jours parce que c'est quand même assez long. Les gens prennent des vacances. Ouais, c'est ça. quand l'avion Fait ne que- brise pas. Exact. Ouais. Oui, quand l'avion brise pas, que le matériel se bateau rend, que le bateau arrive. Bref, c'est des péripéties, on pourrait en raconter plein, mais normalement, j'essaie que ce soit sur 4 jours. Oui, selon toi, puis toutes tes expériences terrain aussi, parce que c'est facile de lancer des choses dans l'univers sans nécessairement avoir été sur le terrain. Oui. Mais, puis encore une fois, là, tu ne parles que pour toi, selon tes expériences, puis ce que tu as vu. Qu'est-ce qui est, pour toi, selon ce que tu vois, le plus gros défi des communautés, justement, par rapport aux chiens? Est-ce que c'est d'offrir des soins appropriés? Est-ce que c'est de, justement, avoir une certaine idéologie de c'est quoi l'impact de la reproduction? Parce que c'est pas juste de dire... Parce que généralement, ils font pas toujours volontairement reproduire leurs chiens, c'est que leurs chiens vont dehors. Puis ça arrive. Tu sais. Fait que c'est quoi, selon toi, le plus gros défi des communautés avec la gestion chien santé animale, mettons? Mais moi, je pense que c'est vraiment la proximité des services vétérinaires, puis la proximité de spécialistes de la santé animale qui peuvent leur expliquer les répercussions sur ce qu'est les naissances répétées, puis quels sont les impacts non seulement sur leur famille, mais sur les familles qui les entourent. Je pense que c'est vraiment la proximité, parce qu'au final, les communautés pour lesquelles on a des visites régulières depuis les 12 dernières années, ça va bien. Il n'y a plus de surpopulation. On est rendu... Moi, j'appelle ça des cliniques de maintien, puis ça ne devrait même pas être des cliniques de maintien. C'est une offre de services vétérinaires de proximité. Point final, où l'enjeu initial n'est plus le même. Mais eux, c'est qu'à la base, ils n'ont pas de vétérinaire. Non, Mais exactement. ça serait pas une idée d'investir à implanter ça là-bas? Bon, ça c'est un de nos projets pour le présentement, mais On vient-tu de... On vient-tu de découvrir? Ouais, c'est ça? ben, c'est juste ça n'a pas été annoncé par le provincial. C'est parce que c'est un financement Ok. du gouvernement provincial On est où utilisé. vous avez une exclusivité où on va établir dans 2 régions, que je ne nommerai pas, moi j'appelle ça des flottes d'équipements,
Puis c'est des flottes d'équipements qui vont appartenir aux communautés. Donc, Chio Nordique, on fait l'acquisition, on va former des personnes là-bas. On s'entend pas pour faire des stérilisations, là, mais pour stériliser des instruments, pour manipuler les chiens, pour faire des rendez-vous et compagnie. Une technicienne, un peu? Non, ça sera pas des gens qui vont pouvoir faire des actes délégués. C'est pas ça. Ça va être vraiment des personnes qui vont pouvoir coordonner les actions d'offres de services vétérinaires. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est très différent. C'est que ces personnes-là vont pouvoir se dire, OK, bon, ben, on veut que Chio Nordique vienne 6 fois par année. Faut que je réserve l'hôtel, faut que je stérilise les instruments, ça me prend 5 femelles le samedi, 23 août, tu sais, des trucs comme ça, des coordonnateurs locaux. Puis ça va permettre, soit à Chio Nordique ou à un autre organisme, la communauté déciderait de faire venir un vet de Québec, de Chibougamau, name it, il y aurait le droit. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont déterminer comment ils veulent que les services vétérinaires soient offerts et à quelle fréquence. C'est un énorme poids, là. De moins, là. Oui. Le matériel, c'est tout. Oui, qu'on n'a pas à voyager à chaque fois. Ben oui. C'est sûr que ça va faire en sorte que ça va être des plus petites cliniques. Donc là, les deux régions visées, c'est des régions où le contrôle de la population canine, il est bon. Il est bon depuis plus de 5 à 8 ans. Puis on est en mesure de juste, oui, on en stérilise, c'est pas qu'on en stérilise pas, mais on en stérilise peut-être une 50aine par année, ce qui est pas beaucoup pour une clinique. Donc on commence par ça, c'est un projet pilote, puis si ça fonctionne bien, on va essayer de l'étendre dans d'autres communautés. Wow. Oui, donc ça, je crois que c'est une des solutions. Je dirais même au transfert canin. Parce que plus t'es là souvent. Tu sais, si t'es là jusqu'au mois de mars, puis t'as skippé la femelle gestante du mois de juin, là, ben tu vas en avoir des chiots. Puis là, les chiots vont pas nécessairement rester en communauté, ils vont être transférés, tu sais, etc. Fait que ça, c'est... Comme tu dis, ça va être potentiellement une partie de la solution pour le transfert, mais c'est que ça reste aussi que le transfert, ça va peut-être être des animaux qui en ont, puis là, attention, réellement besoin. Tu sais que vous pouvez rien faire sur place, puis l'animal doit être transféré pour des raisons médicales ou peu importe autre. Exactement. Fait que la mission va être encore plus comme mise de l'avant versus on transfère un chien parce que c'est un chiot puis il n'y a plus de place pour des chiots, tu sais. C'est exactement ça. Parce que l'autre chose, c'est que oui, on a des transferts de propriété qui vont être de mon chien s'est fait frapper par une voiture, du démodex. Tu sais, il y a plein de raisons, je dirais, médicales, mais il y a beaucoup. Ma femelle a eu une portée. Prenez-les. OK, mais on est là. Est-ce que c'est la solution facile, finalement, de dire, OK, on transfère cette portée-là à notre organisme ou dans d'autres refuges, versus, OK, ben la prochaine fois, ta femelle, on la stérilise. Fait qu'on te met sur une liste. Puis quelles sont les solutions pour ta femelle? Parce qu'il y en a des solutions pour que la femelle, à la prochaine chaleur... exactement. Oui. Mais ces trucs-là, ils les connaissent pas nécessairement ou des fois, peuvent pas les mettre en action, tu sais, parce qu'il y a des... C'est pas dans tous les logements qu'on peut mettre un chien, mais tu sais, il y a des façons de faire que faut juste les approprier puis les mettre en place, là. Okay. Mais ouais, fait que ça, c'est un des projets de Chio Nordique pour 2025-2026. C'est hot, vraiment. C'est très hot. Mais Seigneur, que c'est du temps. Il faudrait que j'aille 14 chapeaux. Ben, j'ai 14 chapeaux, mais faudrait que j'aille plus 14 vies. C'est plus ça. Ouais, c'est ça. Ça serait mieux encore. Mais, tu sais, ça, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre à la question. Mais, tu sais, comme toi, dans le fond, tu sais, tout est bénévole, mais, tu sais, toi, t'es payé. Tu sais, dans le fond, tu vis pas d'amour et d'eau fraîche, là. Okay. Je suis payée. On a reçu un financement du SRPNI, Secrétariat aux relations Premières Nations Inuit du Québec, en 2024, pour des ressources humaines. Fait que moi, j'ai été bénévole pendant 12 ans et demi, où je faisais à peu près... J'ai jamais compté mes heures, là, mais moi, j'avais mon poste de directrice à l'Université Laval, puis je gérais l'organisme. Donc, j'avais deux emplois à temps plein, un payé, puis un pas payé. Et les mamans? Ouais. Mais oui, sauf que... Ouais, mais tu... Hein? Moi, je suis comme ça. Je carbure à ça. Je serais pas capable de pas faire ça. Fait que oui, je suis payée maintenant, mais je l'étais pas avant. Fait que j'ai été bénévole pendant 12 ans et demi. Okay. Puis là, présentement, on est 3 ressources qui a un salaire... Okay. Oui, moi, à temps plein, comme directrice générale. Stéphanie, temps partiel au financement. C'est le nerf de la guerre pour un organisme lucratif. Puis Roxane, aux communications. Okay. Temps partiel, oui. OK. Fait qu'au moins là, parce qu'avant, dans le fond, c'était vraiment 100% justement bénévole. Oui. Tu donnais de ton temps, puis tu allais là-bas, mais au final, ça t'amenait pas de... Tu pouvais pas payer ton appart, là, non, avec mais ça apporte tellement plus, tu sais. Oui, mais tu sais, des fois, amener plus si t'as
tu sais, rien payer ton appart à un moment donné. Tu sais, des fois, il faut faire des choix, là, mais tu sais, au moins, si t'étais capable d'avoir... Faut le Sans- vivre. Moi, Ah oui, non, mais... Non. Quand tu tombes, peut-être, je sais pas, Maëlie, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais ce que je veux dire là, c'est que quand tu mets les pieds dans le chiot nordique, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour beaucoup de personnes, tu tombes dans une espèce de folie, une belle folie, mais tu sais que tu peux pas te sortir de ça. Non. C'est tellement nourrissant. T'as tellement d'apprentissage, tant au niveau individuel que collectif, que... Tu sais, moi, je veux dire, ça m'a tout amené, là. Ça m'a amené une famille de cœur, de sang, ma soeur s'implique, mon père... Je veux dire, mais des amitiés, je dirais des rencontres humaines et animales là, complètement phénoménales là, qui font en sorte que non, tu peux pas arrêter. Puis ça vient même de bénévoles de dire, ben tu sais, dans Chiot nordique, mais je dis CN des fois, là, juste pour raccourcir, on n'est pas jugé. Oui. On parle de plein d'affaires. Tu sais, quand tu fais 14 heures de route là, avec du monde que tu connais pas, là, tu parles de plein de choses. Tu viens plein de sujets à mon avis. Mais que tu n'aurais pas nécessairement parlé avec tes amis, ou tu n'aurais pas nécessairement parlé avec ta famille ou tes collègues de travail. Mais oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Oui. Puis moi, ça m'a permis de garder un équilibre. Oui. C'est fou, hein, de se dire, OK, tu travailles autant, tu bénévoles autant, mais c'est ça, moi, qui m'a permis de garder pendant les 12 dernières années un équilibre mental. Ben oui. Pas toujours. Ouais. Mais tu sais, de se dire, on fait tellement de bien, Ouais. mais on fait du bien aux communautés, mais au final, c'est nous que ça change. C'est égoïste. L'expérience. Oui, moi, honnêtement, là, puis je l'ai toujours dit comme ça, puis attention mes mots, mais c'est égoïste Chiot nordique, là, autant que t'aides, mais c'est auto-renforçant. Puis tu t'en vas là-bas, puis tu te décloches, on dirait que tu mets ton cerveau à off, puis à part tirer mon lait dans un garde-robe, c'est la seule chose que j'amène de la maison. Ah oui, dans le mais oui, faire pipi dans une bouteille. Mais c'est toutes des choses que tu t'en vas en voyage de pêche avec tes amis, là, puis tu laisses toutes tes affaires à la maison, puis tu reviens, puis j'en avais parlé, parce que mon ex-copain, il avait commencé aussi à en faire des cliniques de chiot nordique, puis il connaissait pas ça, le blues de chiot nordique. Quand tu reviens, t'es fatigué, t'es crevé, puis tu décharries tout, tu fais ton lavage, mais t'as comme un moment où tu reviens à la réalité, puis t'es comme, c'est quoi ma vie, à quoi bon vivre? C'est fou. C'est Ouais. comme ça. Fait que t'arrives, donc tu pars du vendredi au lundi. Ton mardi, tu fais comme... Mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Oui. J'étais bien mieux là-bas. Puis oui, t'es loin de ta famille, t'es loin de ton chum ou de ta blonde, mais... Ah non, c'est phénoménal ce que tu vis. Puis tu sais, on vit pas que du beau. Hein? Je veux dire, il y a des désillusions, il y a des choses qui nous frappent, il y a des choses qui nous confrontent, puis des fois, on fait comme... Ça a juste pas d'allure, ce qu'on peut voir des fois en communauté. Là, c'est le tiers-monde du Québec pour certaines communautés. Ouais. On y retournerait... Ben, Oui, non, mais on y retournerait la semaine d'après. Des cas déchirants, des histoires terribles, tu sais, Ouais. des... Mais si t'as à refaire, je suis convaincue que ben, t'es encore là. C'était la Ouais. preuve, 12 ans plus Ben, tard. puis je pense pas que je vais me retirer. Ben, c'est Tu sais, c'est pas... J'arrêterai... Chiot nordique, souvent tu l'as tatoué un petit peu partout. Sur le bras, mais sur le cœur, c'est fou, là. C'est pas... Ouais. Puis oui, il y en a qui ont quitté pour diverses raisons, parce que c'est très prenant être bénévole. C'est très nourrissant, mais aussi à un moment donné, ben, t'as des enfants, ou ça te tente plus, ou parce que c'est un 4 jours intense, là, où tu dors pas beaucoup, tu vois des choses qui te confrontent, tu travailles avec des gens que tu connais pas, fait que des fois, il y a des clashs de... ça fit pas ensemble, etc. Mais... Mais il faut que tu sois capable de le prendre aussi, justement. Ce temps-là, tu sais, de pouvoir te dire, je prends 4 jours sans revenu, je prends 4 jours sans, tu sais, comme ma famille, qu'il faut que tu trouves quelqu'un, tu sais, mettons, quelqu'un qui est monoparental, c'est ça, il faut que quelqu'un s'en occupe, faut que... Fait que, tu sais, c'est ça, je peux imaginer que ça doit quand même être très Des sacrifices. demandant, ouais, pour... Être bénévole puis être dans Chiot nordique, c'est des sacrifices, oui. Mais puis, tu sais, c'est pas pour tout le monde non plus. Puis, je pense que ça prend cette espèce d'ouverture d'esprit-là, de dire, tu y vas avec un peu pas d'attente. Tu sais. En tout cas, je parle pour moi, première clinique, je me dis, on va stériliser des chiens, ça va être le fun. Hey, je suis revenue de là, premièrement, j'avais 7 chiens dans mon garage en famille d'accueil. J'en ai gardé un. Puis, finalement, c'est Grizzly. Puis, finalement, je suis revenue de là, ça n'a pas rapport, mais tellement comme troublée, je suis revenue de là végétarienne. À me dire, moi, je mange plus de viande. Comme, ça change quelqu'un, c'est comme une thérapie fermée de 4 jours. Je te dis, mais c'est pas pour tout le monde, je pense que ça prend. Mais c'est pas pour tout le monde. Non. Tu sais, on le voit, des fois, t'as un ou une bénévole, malgré qu'on forme les gens, qu'on informe, voici le fonctionnement, ça peut être difficile, ça peut être confrontant. Vous allez voir des choses on pleure, on rit, tu sais, bref, on vit plein d'affaires, mais non, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est
je suis pas capable d'émettre un pourcentage, mais oui, on a des bénévoles. Tu sais, c'est déjà arrivé une bénévole, elle voulait juste tout laver, puis on lui a expliqué, tu peux pas laver le chien, il vient d'avoir une chirurgie. Oui, il va avoir du caca, de l'urine, tu sais, c'est pas propre un chien en chenille. Mais elle, c'était ça, elle est pas revenue. C'est correct! C'est correct, mais tu sais, puis ça, c'est pas pour tout le monde non plus de... La pression aussi, La pression, parce qu'on fait de la chaîne. C'est pas on prend le temps, je suis obligée de dire qu'on n'est pas au stress, c'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas, les chiens ont pas... Bref, la mission, c'est d'être là, on est là 4 jours ou 3 jours. Non, c'est ça. On essaye, tu sais, mais... Ils ont 3 chances. C'est ça. Arrête! Fait que ça peut confronter aussi puis on a eu des bénévoles moi, j'étais habituée à juste faire 6 heures dans ma journée, puis on est comme... OK, mais non. Ça, c'est juste le matin, là. C'est ça, des fois, on sait pas à quelle heure. On sait à quelle heure. Tout le monde me dit à quelle heure qu'on finit. Ça, je peux pas te le dire. Je sais à quelle heure qu'on commence. L'heure qu'on finit, je sais pas. Il va-tu avoir juste des femelles toutes gestantes, des femelles qui vont toutes saigner? Tu sais, il y a l'autoclave qui pète. En tout cas, bref, il y a plein de choses qu'on peut vivre. Mais non, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Mais pour la majorité, les gens répètent l'expérience. J'ai bien tes mails après le podcast, là, les C'est demandes de... C'est correct. On veut des bénévoles au final parce que c'est... Tu sais, je pense que oui, c'est pour notre organisme, mais pour ces personnes-là, c'est de déconstruire des jugements, d'aller vers un chemin qui serait pas allé. Ouais. Puis comment c'est quoi le processus pour devenir bénévole de chien nordique? On a... C'est des formulaires, tu remplis sur le site Internet. C'est sur le site de chien nordique. Oui. Okay. Présentement, on a fermé les bénévoles non médicaux parce qu'on en a trop. Okay. C'est sûr que si la personne a, je sais pas, un CV long comme ça, ferait comme moi, je suis indispensable à Chien nordique, il faut juste qu'ils écrivent un petit courriel. Puis d'habitude, je les ajoute. Mais sinon, je dirais les limitations, c'est les vétérinaires. Des vêtes, on en manque tout le temps. Okay. Fait que souvent, si j'ai besoin de 3 vêtes, j'ai 3 vêtes dispo seulement. Je prends ces 3-là. Sauf quand c'est par avion, là, ça pogne. Là. Ça, c'est exotique. Les villages inuits, c'est exotique aussi. Fait que ça normalement, j'ai pas de défi pour avoir des gens disponibles. Mais, tu sais, on a besoin, Chien nordique, c'est bénévole à 80... Oui. Non, ça, on n'est jamais allé en avion. On y va en avion. Mais quand c'est pas en avion, c'est en... Par la route. Dans des camions, des jeeps, oui. OK, donc gros 16 pieds. Exactement. Ils vont dire un cube, ça, j'ai appris à faire ça avec Oui. Ouais. Dans les fameux mythes et... pas sans mythes, mais dans ce qu'on entend, c'est le fameux pourquoi aller sauver des chiens, tu sais, comme du Nord et les ramener ici, quand ici, nos refuges, ils débordent déjà. Il y en a à plus savoir où les mettre, puis il y a déjà plein d'euthanasie locale. Puis là, dans le fond, on en rescue d'ailleurs, on les ramène ici, puis peut-être justement qu'il y a des petits enjeux plus d'adaptation parce que c'est des chiens qui ont vécu justement à l'extérieur, que les parents sont peut-être pas nécessairement les plus équilibrés. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu réponds à cette question-là, ce fameux point-là? Oui, la question, j'espère pas en louper. De un, c'est pas nécessairement des chiens du Nord. Les communautés autochtones qu'on aide sont pas nécessairement situées au nord du Xème. Non, pas du tout. Puis même que je vais dire que souvent les chiens du Nord sont plus équilibrés que les chiens des communautés qui sont plus au sud. Là, ça dépend des communautés, ça dépend de l'histoire du village, mais souvent ils vont être plus équilibrés. De un, je peux pas dire que c'est des chiens qui ne sont pas équilibrés ou les parents ne sont pas équilibrés. Moi, comme je le disais tantôt, pour moi, c'est des vrais chiens. Ils ont des comportements normaux en communauté. C'est des chiens qui sont bien. C'est pas des chiens qui ont les mêmes défis. Là, on va parler du Sud, mais qui ont les mêmes défis, je pourrais dire des chiens des banlieues et des banlieues qu'on connaît. Ouais. Non, mais tu sais, c'est qu'ils n'ont pas de réactivité en l'Est. Ils communiquent ils tellement. finissent à avoir de la réactivité en l'Est parce qu'ils n'ont jamais appris à être en Mais l'Est. pas toujours. Ça, c'est une infime partie, là, mais c'est exactement ça. Puis ça, c'est un préjugé de dire tous les chiens de communautés autochtones vont faire de la PR, ou tous les chiens des communautés autochtones vont être réactifs, ou tous les chiens des communautés autochtones vont faire de la prédation. Tu sais, c'est pas plus vrai que tous les chiens d'éleveurs sont parfaits. Tu sais, je m'excuse. Exactement. C'est très... selon moi, c'est une fausseté. Je vais le dire comme ça.
Mais ça reste qu'il y a quand même un peu plus de prédation, tu sais, vu qu'ils ont été à l'extérieur de... Tu sais, en tout cas, ce qu'on entend souvent, ce que j'ai souvent entendu, puis là, tu me diras justement si c'est vraiment un mythe, mais vu que c'est souvent des chiens et des chiots qui ont été justement à l'extérieur, ben, tu sais, qui ont, tu sais, sont très forts sur la PR et la prédation, justement. Non, pas nécessairement. Puis, tu sais, ben, c'est comme dans n'importe quoi, hein, on voit. Ce qui va frapper le plus, c'est ce qui va pas bien. Ce qui va bien, on le verra pas, on va pas en entendre parler, puis ça sera pas publicisé. C'est comme dans n'importe quoi. Fait que, tu sais, de dire qu'ils vont tous faire de la prédation, puis que c'est parce qu'ils étaient en liberté, non, la majorité n'ont pas vu de chat, mais moi... Ils mangent la nourriture. Exact. Des poubelles, pas mal plus qu'ils tuent des chats, là. Exactement. Puis l'autre, tu sais, ça dépend. Moi, je n'ai eu que des chiots nordiques dans ma vie. J'ai toujours eu des chats. J'ai jamais eu un de mes chiens, tant adultes que chiots, qui ont voulu manger Lune ou Sophia. Jamais. Mais tu sais, le fait justement qu'ils doivent chercher leur nourriture dans la poubelle fait en sorte qu'ils ont quand même plus un instinct à vouloir trouver de la nourriture et la garder que ici quand on feed le bol direct. Non. Moi, puis j'ai eu des chiens. Nuka, par exemple. Nuka venait de Puvernito, c'est un village inuit. Elle, je l'ai eu à 8 mois. Puis c'est un chien qu'on a trouvé avec un collier, c'était imprégné dans la peau, là, etc. Elle a mangé en 15 secondes et quart, puis probablement qu'elle aurait fait... j'avais pas de chat dans ce temps-là. Mais ça a duré quelques semaines. Après ça, elle était correcte, puis il n'y avait pas de problème, tout partagé avec l'autre. Tu sais, j'ai pas eu de défi comportemental. Je veux rajouter encore un point, là, parce que tout ça, là, puis c'est super bon que tu parles de ton exemple avec ton chien que probablement en aurait fait, mais c'est tous des comportements adaptatifs. Oui, ils l'ont plus en eux qu'un labrador qui vient de... Peu importe, mais ça reste que c'est un comportement adaptatif. J'ai pas besoin de m'en servir, j'ai pas de menace autour, ben j'en ferai pas pour rien, parce que les chiots nordiques, puis ce qui est pas mis de l'avant, c'est comme si c'était des chiens tous déséquilibrés, alors que c'est faux, c'est des chiens qui ont appris à très bien... Hey, ça coûte cher pour un individu de se battre pour rien, puis de sauter, puis de se mettre à japper après l'autre. Si l'autre fait 80 livres, puis toi, t'es un petit bichon nordique, là, tu vas te faire... Bichon nordique. Mais il y en a de toutes sortes, là. Mais tu sais... que tu te fais ramasser, ça coûte cher, les chiens veulent pas se battre. C'est des animaux à part. C'est pas un chien comme on connaît au Québec, puis ils n'ont pas les mêmes problématiques. C'est adaptatif. Mais déjà, au Québec, puis au nord, puis au sud, on est au Québec. Les communautés autochtones, ben, même qu'on pourrait dire que nous sommes sur leur terre, hein, ça, on pourrait en parler très longtemps, là. Puis pour moi, chaque vie animale mérite sa chance. Autant passer en refuge, c'est quoi qu'on voit en refuge? Ça va être des typés nordiques, autres que de communautés autochtones. Ça va être des bergers australiens, beaucoup. Ça va être des... Pourquoi? C'est des mix, je pense, en refuge plus que des... Pas présentement. Non. En ce moment, il y a de tout. Peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais présentement, il y a une espèce de shift complètement. Puis ça, on le voit pas, mais des chiens de petite race. C'est fou, il n'y en avait pas tant. Des chiots, beaucoup de chiots, de gens qui ont voulu adopter un chiot et qui font comme « Ah, il n'est pas propre. » Moi, j'en peux. La tolérance des adoptants, peu importe, qui a été acheté via un éleveur ou adopté, peu importe le terme qu'on utilise, adopté via un refuge, adopté via chiot nordique, qui a une tolérance, je dirais, au défi ou même une tolérance à des fois des petites choses. Tu fais comme, ben tu savais que ton chiot allait pas être propre. Et puis là, depuis la COVID, là, c'est complètement... Les gens ont changé, je vais le dire comme ça. Puis la réalité en refuge a changé également aussi beaucoup. Je veux dire qu'il y a SPCA de Montréal, présentement, là, il y a une dizaine, je pense, de Sharpies. C'est ceux qui sont tout plissés, là. Ah, ben, je l'ai dit, c'est ça, excuse-moi, je n'avais pas l'accent, je m'excuse. En tout cas, c'est chat. Fait que, tu sais, mais tu voyais pas ça avant. Ouais. Tu sais, ce que t'avais, c'était, oui, des mix, puis on a de tout maintenant, des gens qui veulent se départir de leur animal parce que il fait du poil, parce qu'il déménage, parce qu'il se sépare, parce que... Tu sais, on dirait que maintenant, ça devient une solution facile aussi, plutôt que de se responsabiliser comme propriétaire. Mais ça, c'est mon opinion très personnelle, c'est de dire, tu as adopté un être vivant, tu n'as pas acheté une TV dans un magasin.
si ta vie change, puis ça se peut qu'elle change de manière telle, je veux pas non plus ici qu'on comprenne que toutes les situations, il faudrait que tu gardes ton chien, là. C'est pas ça. Une relocalisation peut être essentielle tant pour toi que pour ton Fun chien. fact, on vient de parler de ça dans l'épisode juste avant. Exactement. C'est pas... Faut nuancer puis pas se dire qu'il faut que tu gardes ton chien ad vitam aeternam puis avec toutes les conditions puis que... Non, c'est pas ça. Mais je pense quand même que si tu dois relocaliser ton chien, il y a d'autres solutions que les refuges. Il y a d'autres solutions que toi, tu peux prendre en charge, t'impliquer, puis pas juste aller cogner à une porte puis dire « Voici mon chien ». C'est juste ça. C'est exactement ça. C'est facile puis tout ça. Fait que là, le Québec, on disait au Québec, puis là, t'as dit non, c'est tout le Québec. Elle a posé la question, c'est quoi, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent arrêtez d'amener des chiens d'ailleurs? Oui, parce que de toute façon, Nos refuges on débordent. déborde déjà de chez ici. Pourquoi n'en sauver ailleurs quand on pourrait le faire plus ici? oui, mais c'est aussi simple de dire qu'on n'est pas ailleurs. Je sais pas. C'est des chiens. Je sais pas comment le dire autrement. T'sais, pour moi, c'est des chiens du Québec. C'est des chiens du territoire. C'est des chiens qui. Mais pourquoi d'abord, mettons, eux ont la chance de pouvoir, mettons, avoir de la stabilisation? Ben, c'est gratuit, tu sais, au final, les autres, je présume qu'ils ont gratuit. Ils ont un contrat. Pourquoi ils peuvent l'avoir à un faible coût, mais que on va dire, les villes plus proches d'ici, eux, ben, il y a des chiens qui se font euthanasier parce que c'est genre. Ils n'ont pas d'organismes qui peuvent faire ça, mettons. Tu sais, c'est quoi qui va faire la différence entre vous? C'est que vous êtes vraiment partenaire qu'avec des tribus. Des tribus. On va pas en Afrique. Des communautés, merci. Ah, la vie. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, dans un premier temps, il y a des organismes qui offrent de la stérilisation à bas coût. Il y a des organismes qui peuvent aider les familles défavorisées hors communauté autochtone à obtenir des services vétérinaires. Ça existe. Il y a des SPA, SPCA qui ont des cliniques de stérilisation à bas prix. Il y a des organismes qui peuvent aider à financer certaines, des fondations, certaines, je sais pas, chirurgie ou autres, etc. Ça existe. Il y a des cliniques vétérinaires qui peuvent faire du financement. Tu sais, il y a plein de solutions qui s'offrent, je dirais, aux adoptants, aux familles des grandes villes. Les communautés autochtones, ils ont quoi? Il y a des communautés qui sont en avion, principalement. Il y a des communautés que, malgré qu'ils sont à 2 heures, 3 heures de route de Sept-Îles ou de Chibougamau, etc., il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour se loger. Tu sais, je pense... Puis ça, je pense, c'est un des jugements à déconstruire, là. C'est venez une fois en communauté, puis vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre, puis vous allez voir que c'est pas la même réalité. On peut pas copier-coller ou juger ce qui est offert en communauté, etc. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont des chiens qui s'occupent très bien de leurs chiens en communauté. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent pas se déplacer dans une ville à proximité à 2 heures de temps ou à Obizouane, tu fais 2 heures. Tu sais, dans un chemin de terre, c'est la proximité qu'ils n'ont pas. Puis il n'y a peut-être pas de vétérinaire, puis le vétérinaire, il est peut-être fermé cette journée-là. Il y a tellement de possibilités. Puis même, on pourrait parler de je dirais, service vétérinaire en général. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en parle beaucoup présentement pour, je dirais, les monsieur, madame, tout le monde qui peuvent ir vers Robertval ou à Saguenay-la-Ville, etc. Il n'y en a pas de service vétérinaire. Même mon ami habite là-bas, puis il n'est pas capable avec son chien, il m'appelle tout le temps. Ce dimanche, tu fais quoi? Tu t'en vas à Québec? Fait que, puis ils ont des services vétérinaires de proximité dans leur ville, ils ont des cliniques. Fait qu'imagine si, en plus, t'en as pas, qu'il faut que tu fasses la route, puis ils n'ont pas de sous. 9 heures de route à la ville, il faut que tu reviennes, il faut que tu te loges, il faut que tu manges, il faut que tu travailles pas pendant ce temps-là, puis en plus, ça te coûte une chirurgie ou quelque chose, puis tu sais. Puis tu sais, les communautés autochtones vont contribuer au service vétérinaire. Hein. C'est pas gratuit, puis go, on s'en va, puis vous avez tout eu dans... C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. C'est un partenariat, c'est une collaboration. Oui. J'ai une autre question encore qui est, je pense, dans les questions peut-être qu'on entend le plus souvent ou qui est peut-être les plus spicy. Oui, polarisante. Polarisante, oui. Tu sais, le fait de stériliser les chiens. T'sais, on sait quand ils sont adultes, c'est correct. Là, on sait c'est correct, c'est ce qu'on veut au final. Mais tu sais, mettons, de stériliser les chiots qui sont super, super jeunes. Est-ce que, tu sais, à quel point, tu sais, oui,
ça l'amène que, tu sais, dans le fond, on veut pas que les chiens se reproduisent au final, mais tu sais, ça peut pas amener des problèmes de croissance, des problèmes au niveau, tu sais, dans le fond, les ligaments, je pense, TPLO, quand c'est stérilisé trop jeune, ou Entre autres. en tout cas, des affaires de même. Là. Mais les problèmes, mettons, qui pourraient être reliés au fait d'avoir une stérilisation vraiment trop jeune, ben, je sais pas quel âge, mettons, la moyenne que vous les stérilisez là-bas. Là. Nous, on stérilise à partir de 6 semaines d'âge. Fait que, tu sais, y a-tu des problèmes? Tu sais, c'est quoi les pour, mettons, les comptes de stériliser vraiment à cet âge-là? Tu sais, y a-tu vraiment aucun enjeu puis c'est juste comme, non, c'est un mythe? Ou, tu sais, y a vraiment des Problèmes qui peuvent en découler. Mais je pense qu'il faut remettre le chien dans son environnement. Tu sais, ton chien que tu stérilises à 6 semaines en communauté autochtone, va-t-il vivre jusqu'à 8 ans, 12 ans, 14 ans? Est-ce que c'est ce problème-là qui va faire en sorte qu'il va vraiment pas bien, je dirais, vieillir ou bien vivre? Je le crois pas. Il y a plein d'autres facteurs qui font en sorte que les chiens de communauté autochtone ou les chiens qui vivent en liberté, parce que c'est la majorité des chiens en communauté ont des propriétaires, hein, faut dire, c'est un autre mythe. Oui. C'est pas, en tout cas, bref. C'est pas des chiens errants, c'est des chiens avec propriétaire pour la majorité. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils sont pas bien? Non, ça va être le fait qu'ils vont manquer de nourriture, potentiellement, qu'ils vont vivre dans des conditions où ils n'ont pas nécessairement d'abri, ils n'ont pas de l'eau en tout temps, ils peuvent se faire frapper par une voiture. C'est ça qui ressort. Ça sera pas, nous, ce qu'on voit dans les communautés où on fait de la stérilisation depuis 12 ans, c'est pas le chien de 8 ans que, parce qu'on l'a stérilisé en 2013, qui va avoir des problèmes myo-arthraux. OK. Mais dans le sens, les puppies que vous ramenez ici, mettons. C'est pourquoi qu'on les stérilise aussi jeunes quand, à la limite... On fait de la médecine de refuge. Ça veut dire quoi, ça? C'est correct. Que ce soit des SPA, SPCA au Québec, on fait de la médecine de refuge puis on fait de la stérilisation pédiatrique. C'est faux de penser. Tu sais, on n'a aucun, comment je pourrais dire, d'empreinte légale quand on a sur un contrat, vous êtes obligé de faire stériliser votre chien, etc. On n'a aucune, je dirais, pogne, je m'excuse, je trouve pas de mots plus beaux, mais... Donc, ça a été prouvé, article à l'appui, parce ce qu'il faut penser, c'est oui, on a des articles qui disent, OK, le labrador doit être stérilisé à 12 mois, le caniche à 6 mois, le chiot nordique qui a quoi comme race, qu'on n'en a aucune idée. Fait que, tu sais, on se base sur des articles scientifiques sur des races très, très établies versus un beau bâtard. Fait que, est-ce que, tu sais, je suis pas spécialiste en statistiques, je suis pas spécialiste en analyser des données mais tu sais, est-ce qu'on mélange des pommes puis des poires? I don't know. Mais tu sais, ça reste que quand même, tu sais, en enlevant, ben, je sais pas si c'est enlevé ou juste chop-chop, en tout cas, en coupant, dans le fond, la production d'hormones, tu sais, c'est sûr qu'il va avoir un impact, veut pas, là, tu sais, ça serait faux de dire qu'il n'y a aucune chance que ça fasse rien, parce que, dans le fond, les hormones sont quand même là pour amener quelque chose dans le corps. Fait que c'est impossible. On peut pas... Moi, là, j'ai eu 4 chiens, 4 CN. Mes 4 CN ont été stérilisés avant 6 mois d'âge. J'en ai pas un qui a développé un problème. Il n'y a pas eu de problème urinaire, il n'y a pas eu de problème myo-arthro. Est-ce que faut pas se baser sur les 4 chiens Daphné Veilleux-Lemieux? C'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est juste pour... On peut pas dire ça va absolument apporter un problème ou ça va absolument ne pas en apporter. OK. On en a aucune idée. Puis risque-bénéfice, c'est qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut arrêter, comme tu dis, mais là, je pousse plus loin, là, c'est pas ça que tu as dit, mais il faut pas non plus, je pense, tout mettre les chiens dans le même bateau, là, dans le sens que c'est une autre réalité, c'est un chien de refuge, puis je comprends que, mais un accident est si vite arrivé, puis même si tu dis, cette personne-là, je fais donc bien confiance, je laisse un chien pas stérilisé. Et c'est ce qu'on faisait au début. Ah ouais, hein? Au début de Chiot Nordique, on ne stérilisait pas. C'était le propriétaire qui devait prouver à CN que son... Est-ce que tu penses qu'on avait vraiment une preuve? Non, on n'en obtenait pas. Puis là, t'as le beau petit puppy aux yeux bleus que lui, il pogne d'emporter. Puis que là, c'est lui qui a tous les adoptants belges, genre qui a Kiki Chebioski à l'orange. Elle est rendue à base. C'est son petit nom d'amour. Mais bref, elle, tout le monde aurait voulu l'adopter. Fait que puis ça, je reprends les noms les mots, je m'excuse. Les mots d'un vétérinaire de refuge qui travaille sur la rive sud de Montréal, tant ou aussi longtemps que les refuges ne seront pas bondés, tant ou aussi longtemps qu'il n'y aura pas trop de chiens sur la planète, la médecine de refuge doit
à être conservés. De se faire de la stérilisation pédiatrique, de faire des avortements parfois, de faire des choses qu'on ferait pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. C'est une autre réalité. Puis tu sais, c'est encore une fois, on peut pas comparer. Moi c'est ce que... Puis ça, c'est très personnel, mais je trouve qu'on est une société dans le jugement, on est une société dans le... C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de gris. Mais dans Chiot nordique, c'est que du gris. Tu peux pas te positionner à dire c'est de même qu'il faut que ça marche. On peut pas. C'est sûr que, tu sais, on pense à plein de choses. Est-ce que les chiots mâles, on pourrait les vasectomiser plutôt? Est-ce que, tu sais, il y a plein de... Mais il faut réfléchir de comment qu'on va le mettre sur le terrain versus comment qu'on peut le faire avec des cliniques partenaires. C'est plein d'autres questions qu'il faut se poser également. Mais quand tu prends la balance, nous, on juge que la stérilisation est mieux pour tous nos rescapés versus on va avoir après des portages gérés, ben, nous ou un autre organisme, ou, tu sais, etc. Il y a en masse de chiens. Au Québec, il y en a trop. Il y a trop de chiens. Fait que, tu sais, on fera pas exprès pour en mettre dans la nature et en circulation. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis oui, ça peut créer des problèmes. Je ne mets même pas la tête dans le sable non plus en disant c'est sûr qu'on va avoir zéro problème. Puis, mais est-ce que c'est nécessairement ça qui va créer le problème de santé? Peut-être pas non plus. Mais c'est difficile. Puis je comprends les gens qui se posent la question. C'est normal de se poser la question. Ben oui, parce qu'on se fait donc claquer sur les doigts quand tu stérilises ton chien trop jeune. T'sais, moi, quand il y a Balloon, quand j'ai eu, je l'avais acheté d'un backup breeder, puis on m'a dit 7 mois, il faut qu'il soit stérilisé. Puis je me rappelle, ma bête était comme 17 mois, c'est une grande race, c'est un golden. C'est pas bien. Puis là, j'étais comme, ben, tout bad, c'est sur mon contrat, j'ai pas le choix de le faire. Puis après, là, on a eu des problèmes de plein d'affaires. Puis je suis comme, tu sais, c'est-tu à cause qu'il a été stérilisé trop jeune, justement? Puis tu sais, on se fait donc bien dire, attendez la fin de la croissance, il faut vous attendre dans le chien sportif. Non, tu sais, attends qu'il est fini, on va être sûr, c'est plaques de croissance, Mais tu sais, là, de l'autre côté, tu sais, là, après, justement, on dit, ben non, tu sais, là, il n'y a pas vraiment d'impact qu'on voit. Fait que tu sais, c'est tellement, tu sais, on se le fait tellement dire d'un peu partout, de tout, c'est dur de savoir, OK, ben tu sais, là, c'est correct, mais dans tel contexte, ça ne l'est pas, tu sais. C'est du vivant. Puis c'est des races. Ils ont sélectionné des races, ils ont pris des races précises. Ils peuvent dire, chez le labrador mâle, vous devriez peut-être faire ça, mais on ne sait pas. T'as un tableau avec les races dedans. Mais ça n'est pas selon le poids. Mettons petite race, mettons versus un grand danois, tu sais que tu le feras Les pas. derniers articles, c'est vraiment avec une race mâle-femelle, puis avec l'âge recommandé. Mais tu sais, s'il y a des adoptants qui ne désirent pas adopter un chien d'un refuge, d'un chiot qui est déjà stérilisé, bien, nous, ils sont avisés. On fait de la médecine de refuge. La SPCA Laurentide fait de la médecine de refuge. Parce qu'au final, on s'entend pas mal tous au Québec qu'on fait la même chose. C'est sûr qu'il y a des refuges qui en font pas. Puis c'est correct aussi. Je pense qu'il faut juste pas être dans le « c'est comme ça que ça devrait fonctionner ». Puis si l'adoptant a des craintes, puis ça se peut. Nous, on a des craintes pour région d'émécrage, on a des craintes pour la stérilisation pédiatrique. On s'en fait poser des questions. Mais nous, notre position, c'est celle-là. Oui. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, chez Nordique, c'est jamais fermer les yeux et faites ben non. Ben non. Tu sais, comme tu dis, depuis 2018, vous questionnez la vasectomie, tu sais, puis c'est tout le temps des choses, puis les vets qui viennent du terrain en reposent des questions. Puis tu sais, je pense que c'est ça dans la guerre, c'est aussi de continuer de se poser la question. Puis je suis convaincue que la journée que tu vas dire j'ai une solution miracle pour pas le faire, tu vas pas nécessairement le faire. C'est exact. Mais c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être sur tous les fronts en même temps puis dire ben je frappe là, je frappe là, je frappe là, puis c'est qu'à un moment donné, ça fonctionne depuis X temps. Puis oui, non, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ton bâtard, là, comme tu le sais pas, ça va être quoi les effets sur cet individu-là. Il peut en avoir. Il peut en avoir lesquels on les sait pas. On peut pas prédire l'avenir. C'est un être vivant. Peut-être un chien qui va le développer, l'autre le développera pas. Puis, tu sais, en communauté, il y a des communautés qu'on visite une fois par année. Fait que le chiot de 3 mois qui aurait dû, si c'était vraiment un husky race, aurait dû être stérilisé à X mois. Puis là, ben, il y en a 3. Ben, souvent, le propriétaire va dire je le fais quand même. Parce que nous, on les informe. On a des propriétaires, même à notre clinique au mois d'avril à Schaeffer, que monsieur dit ben non, moi, je veux attendre. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi les implants sous-cutanés qu'on peut utiliser, que maintenant, on a dans notre sac à dos, dans notre valise, qui peut faire en sorte qu'on ne fera pas la stérilisation en bas âge également. Mais là, encore une fois, non. Finalement, c'est que ça va bloquer une partie des hormones. Okay. Mais là, encore une fois, il y a une homologation qui est juste pour les mâles d'un certain âge, mais il y a plusieurs organismes dans le monde qui vont l'utiliser chez des femelles puis des mâles de pas ce range hors homologation.
Ouais. Ah, cool. Ouais. Mais cool. À suivre. Oui, parce que c'est très peu utilisé. C'est très peu accepté. Mais tu sais, Ouais. des fois, quand tu fais face à un client qui, peut-être, tu sais, ça doit être là aussi, l'espèce de négociation. Oui. C'est pas, OK, il y a 3 mois, clac, ou tu sais, Non, il y a une histoire qui vient en arrière de ça, puis une espèce de débat qui va venir en arrière de ça pour prendre cette option. exact. Puis tu sais combien de temps après le chien va vivre? Ben, c'est ça. Tu sais, la moyenne d'âge des chiens en communauté n'est pas si élevée que ça. Ça dépend des communautés, encore une fois. Il y a plein de nuances, puis il y a plein de variations, mais C'est quoi principalement la cause de décès? il y en a plein. Il y en a plein. Ça Il y en a pas dépend. une question. Il y a beaucoup de parvots, beaucoup de parvots. Il y a du distemper dans certaines régions. Il y a la rage, mais tu sais, un très faible pourcentage, surtout les renards qui vont décéder. Maladie XY et accidents. Il y a beaucoup d'accidents. Motoneige, 4 roues, intox. Ouais. Tu ramasses en raisin, là. Ben oui, il les a pas enlevé de Fait à part ces périodes sombres de ta vie, est-ce que... OK, je veux savoir ta meilleure et ta pire, je veux dire histoire, mais pas juste histoire, mais comme les événements marquants. Comme marquant positif, c'est le fun, je m'en rappelle parce que c'était le fun, c'était drôle ou c'était beau. Puis la pire, comme je veux plus jamais vivre ça de ma vie, idéalement. Ça m'est jamais arrivé, la pire, parce que Non, je comprends. moi, là, il y a toujours des solutions, puis il y a toujours du beau. Fait que, tu sais, oui, à ce moment-là, je vais être en tabarouette, pour pas dire un autre mot. Puis je vais avoir des réactions qui sont pas toujours douces. Mais au final, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on réalise toujours un beau résultat. On va toujours faire des belles rencontres. On va toujours avoir un impact soit au niveau individuel que collectif. Fait que j'ai pas de pire moment. Oui, il y a des cliniques qui n'ont pas bien été. Oui, il y a des cliniques où ça a été plus difficile. Il y a des cliniques où j'ai fait « je retourne plus jamais là-bas ». Mais... Exactement. Mais oui, parce qu'au final, tu fais « OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la communauté qui n'était pas préparée? Ou est-ce que c'est nous qui n'a pas gagé comme il faut? » Tu sais, mais on a tous vécu là, un autoclave qui lâche, un vol nolisé. C'est pour stériliser les animaux. Stériliser les animaux. Ah! Stériliser les instruments. On a eu un vol nolisé brisé. Vous êtes un vol nolisé. Tu sais, mettons en langage de moi qui est aucunement dans le domaine de la santé animale. Je vais recommencer. OK, merci. En communauté, puis en intervention terrain, on a tout vécu, là, je veux dire, des équipements qui ne fonctionnent pas, mais des équipements essentiels, tu sais, qu'on peut pas dire, il nous manque 3 cages, c'est pas grave. Ouais. Il nous manque un appareil d'anesthésie, ça va avoir des impacts sur le déroulement de la clinique. On va souvent, en communauté, en avion. Un avion brisé, pris au sol, où on a 15 bénévoles qui attendent de retourner chez eux, puis qui font comme, ouais, mais moi... Je travaille demain, là. Puis là, tu fais quand? OK. Des équipements qui étaient partis 1 mois et demi à l'avance en bateau. Oui, mais qu'on apprend dans l'avion. Je me fais appeler. Daphné, les équipements, ils n'ont pas été livrés. OK, mais tu me dis ça là, on part. Finalement, on reporte. C'est toutes des choses qui... Ça, tu dis, OK, c'est des questions d'organisation, des bad luck, puis... des communautés qu'on tenait à Kawachikamash, notre première clinique en 2012. Ça tous les noms, hein? Non, ça va bien. C'est juste que probablement que j'ai pas la prononciation comme il faut. C'est plus ça. C'est parce que, tu sais, Kanik Sujuak, tu le sais pas que le NG, c'est Kanik. C'est pas Kanjik. Tu sais, c'est des choses comme ça. Opitiwan, Wemontassi, c'est pas Wemontassi, c'est Wemontashi. Il n'y a pas de H. Ouais, mais tu sais, ça, moi, je les connais pas tous. Je connais pas toutes les prononciations, mais à Kawa, la première clinique qu'on tient, salle communautaire de Kawa, finalement, on s'est fait mettre dehors 4 heures après parce que Elder, ça n'avait pas d'allure. Mais on apprend après que chez les Naskapi, les chiens ne rentrent jamais à l'intérieur. En 2012, parce que ça l'a changé maintenant. Mais OK, on fait quoi? On se relocalise finalement. On a démonté la clinique. On s'est relocalisé au palais de justice de Schifferville. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que... OK, ça change rien. Ça change... Puis oui, j'ai déjà été fâchée, par exemple. Mais, tu sais, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'au final, tu t'en rappelles. Puis, tu sais, moi, ma plus belle expérience, c'est la clinique où on est resté pris 3 jours de plus.
Parce qu'on n'a pas, 2 ou 3 jours, on n'a pas été qu'en clinique. On a pris on est allé marcher jusqu'au Labrador. J'ai vu finalement du monde complètement résilient. Tu sais, il n'y a pas eu de pétage de coche de dire « Ah là, ça va pas dans l'eau de Daphné, puis anyway, qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Là, je peux pas te pitcher. » En tout cas, bref. Fait que tu découvres les gens d'une autre facette que juste go, 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 on stérilise, on capture, on, tu sais. C'est le lâcher prise, je pense, qui vient avec ça. Puis même affaire, tu sais, quand tu dis, même pour les mauvais côtés, là, tu sais, tu reviens, tu sors de ton événement. Fait que c'est bien plus facile de faire comme, avec un œil externe, je suis capable de dire tout ce qui n'a pas bien fonctionné. Fait que c'est encore mieux, tu sais, au niveau humain, de pouvoir faire ça. Quel job tu peux faire ça? Tu retournes chez vous le vendredi, tu retournes là-dedans, mais là, tu as la possibilité de le faire. Fait que c'est encore mieux. Parenthèse. Là, tu as dit capture. Moi, c'est quoi? Vous allez avec vos filets, vous attrapez les chiens, vous les mettez dans vos... Ben, il y a dans certaines communautés où on fait toujours du porte-à-porte. Donc, on va aller voir les propriétaires parce qu'il y en a qui n'ont pas de véhicule. Malgré qu'il y a des communications, il y en a qui ne savent pas que Chou Nordique est là. Bref, on va voir... Moi, j'appelle ça plus des équipes de porte-à-porte que des équipes de capture. Mais on va avoir des chiens que les propriétaires ne vont pas nécessairement manipuler. Fait qu'ils vont dire « Ah, mon chien, là, mon chien est là-bas, là, je veux que tu le traites. OK, tu peux-tu nous l'amener? Non. Fait que ben, son chien, ou c'est son chien. C'est ça. Ah, ben ça, c'est une autre histoire. Des fois, on a des gens qui reconnaissent pas, mais bon, bref. Ça, c'est juste drôle. Ouais, exact. Puis, j'ai une femelle en dessous du cabanon, elle a des chiots, je veux que les chiots, vous les transférer, je veux que la femelle soit stérilisée. On a de tout, là, tu sais, on a des remparts de dessous de cabanon. Okay. Mais là, c'est pas vous partez... je sais pas pourquoi j'avais moi les idées préconçues, là. Mais moi, j'étais là, d'après moi, ils s'en vont. Ben là, déjà dans le nord, moi, je pensais que c'était... où il y avait de la neige et... c'était loin. On y va, des fois. Ouais, OK. Mais là, je pensais que tu t'en allais là, puis c'était genre... c'est comme des chevals sauvages. Là. Non. Mais là, tu t'en vas chercher des chiens sauvages. Mais dans le fond, c'est des chiens... Ben, je pense qu'on a effleuré un peu tantôt, mais dans le fond, c'est des chiens qui ont plus souvent des familles humaines, que vraiment lousses, genre comme un chien des prairies. Ben, ça, tu vois, là, c'est un des jugements que moi j'avais en 2012. On pensait qu'on allait stériliser des chiens errants, qu'on allait contrôler des chiens errants. C'est pas des chiens errants. La majorité des chiens en communauté, puis là, selon mon expérience, j'émettrais des pourcentages entre 80 et 95% des chiens en communauté ont des propriétaires. Fait que ça fait pas une vraie grande proportion de chiens réellement errants. Puis tu sais, on a des catégories de chiens en communauté. On a les chiens en liberté avec propriétaire. Ouais. On a les raised dogs, les chiens de communauté qui sont nourris par l'ensemble de la communauté. On a les vrais chiens errants. Puis les chiens errants, c'est pas une grande proportion des chiens des communautés. Ouais. Puis des fois, on va avoir des chiens qui avaient un propriétaire. Puis le propriétaire est parti à cette île, puis il le laisse là. Tu sais, fait qu'il y a c'est encore une fois, c'est bourré de nuances chez Chou Nordique, la réalité de communauté. C'est pour ça qu'il faut pas juger, c'est pour ça qu'il faut pas dire c'est comme ça. Mais c'est pour ça que c'est bien, en fait, d'en parler, parce que, tu sais, quand tu le sais pas, t'es genre, ben, moi, j'étais comme, ils s'en vont en chasse aux chiens. Je te laisse se promènent en liberté comme dans les films, là, c'est comme Amber puis son genre. Puis, OK. On va avoir des chiens qu'on appelle des dépotoirs, qui vont vivre au dépotoir, que ça, c'est des vrais, je vais appeler ça des captures, là. Mais sinon, la majorité des captures, ça va être avec une laisse lasso et un bout de saucisse. OK. Capturé au lasso. Voilà. Mais il faut que des chiens Oui, faut pas qu'ils viennent de vider la poubelle, là. Dans les communautés où les chiens n'ont pas faim, d'aller chercher le chien du monsieur qui veut stériliser son... Là, on fait comme on n'est pas capable. Fait que ça nous arrive des fois où c'est laisse lasso saucisse, ça a déjà été des perches, ça peut être des cages-trappes, une fois un filet. Je dis une fois, mais c'est parce que ça m'a marqué. Sont-ils coopérants, les chiens? C'est vu que, les règles générales sont pas agressifs ou... Non. Même les errants de dépotoir, je sais pas comment les appeler. Tu sais, dans... C'est sauvage, là? Je dirais quoi? Des morsures ou des... Tu sais, des morsures... Ouais, mais tu sais, ça nous a... Soit ils figent, soit ils vont être super inhibés, soit... Oui, on en a des... Mais tu sais, ça va être un berger allemand. Oui, puis son méga, encore une fois, là, l'agression, c'est adaptatif, là. Fait que les chiens ont compris que toute leur vie, là, quand ils montent les dents, qu'ils figent ou qu'ils grognent, ça finit par se passer. Fait que le chien va tout faire ça, puis à un moment donné, il fait comme, bon, ben c'est pas si ça va finir par passer. Fait que c'est pas vrai. Il y en a, là, tu sais, qu'ils ont mal, ils ont des colliers de rentrée dans la peau, que genre, sont comme ils montent les dents, mais c'est de la douleur. Ça, c'est pas un chien agressif, là. Je crois même que
le personnel médical a bien plus de chances de se faire mordre en clinique standard qu'en clinique CL. Tellement, Ok. tellement. Hey, tu fais ce que tu veux. Ça, j'aurais pas pensé. Oui. Ils sont très faciles. Mais il y a des communautés qui c'est gros, fait qu'il faut faire attention. Ben, c'est des communautés que des chiens pas stérilisés mâles de 90 livres, ils ont la tête grosse de même. Tu sais, sois gentil. Oui. C'est plus beau. Bon, Daph, chiot nordique dans 5 ans. Pas juste toi, mais comme de ce que tu entends dire, de ce que les équipes voudraient, puis de tu vois ça où, comment tu penses, puis qu'est-ce qu'il faudrait faire puis mettre en place pour y arriver? Dans un premier temps, du financement. Ouais. C'est pas compliqué. Chiot Nordique, c'est un organisme sans but lucratif. On reçoit présentement du financement du fédéral. C'est Services aux Autochtones Canada qui va financer une partie de nos interventions de terrain. On reçoit un petit peu de salaire du SRPNI, puis on a des projets, c'est des projets très, très spécifiques pour avoir je dirais des flottes d'équipements, comme je le disais tantôt. Mais ça prend des ressources humaines. On ne pourra pas, dans les prochaines années, juste compter sur des bénévoles. Ça prend des ressources, puis pour ça, ça prend du financement. Puis la majorité des sources de financement, que ce soit pour Chiot Nordique ou d'autres OSBL, je dirais plus animal, le financement à la mission est pas facile. De financer des ressources, ça va être hey, finance-moi un transfert, je vais te payer, donner 4 000 $, transférer de la nourriture, mais pour avoir des ressources humaines, c'est pas ça qui est facile à aller chercher. Fait que si, dans un monde de licorne où je mets des lunettes roses, on a des flottes d'équipements dans plusieurs communautés / villages. OK? Puis on a encore des interventions bénévoles. On a une nouvelle communauté qui a 150 chiens à stériliser. On va pas y envoyer une petite équipe de 2 personnes. OK? Mais on a également, idéalement, c'est mon minimum, un vet, une tech qui vont dans les communautés plusieurs fois par année. Ça, c'est déjà, on a fait des demandes, puis etc. Est-ce qu'on va les avoir, est-ce qu'on les aura pas? Mais d'offrir une fréquence plus importante aux communautés d'une présence vétérinaire, puis que cette présence vétérinaire-là est technicienne, je dirais personnel médical, ce soit les mêmes personnes pour que les liens se développent plus facilement, puis qu'il y ait il y a rarement des mauvaises communications, mais qu'il y ait une belle communication, puis pérennité du service. Hey, moi, c'est Dr. Allen qui vient tout le temps, de permettre une meilleure proximité également. Donc, flotte, ressources humaines, il y a un nouveau service qui s'en vient, puis je pense que ça va être la tendance aussi, puis ça, c'est encore une fois les communautés autochtones qui ont demandé à Chiot Nordique d'offrir ce service-là. Fait que, ça vient d'eux, c'est pas... malgré que c'est fort pertinent puis qu'on aurait dû y penser. Je fais des blagues parce que c'était déjà dans les cartons, mais encore une fois, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Moi, je peux pas faire tout toute seule. Puis l'implication bénévole, à un moment donné, ça a ses limites. C'est d'établir un programme de... Moi, j'appelle ça du diagnostic. Qu'est-ce qui fait que dans certaines communautés, les cliniques de stérilisation font en sorte qu'on a un bon contrôle, puis que dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, là, on a reçu un petit financement. Pour les 2 prochaines années, on va faire du diagnostic dans certaines communautés, dire, OK, à Opitiwan, par exemple, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parler aux intervenants, être sur le terrain, poser des questions à tout le monde. Que ce soit les Autochtones ou que ce soit les travailleurs allochtones ou les Blancs, comme on dit, parce que ça aussi, c'est une partie des gens qui, des fois, ça peut créer des défis en communauté. Donc, ça va être d'élargir nos services pour qu'il y ait une plus grande pérennité encore, puis d'offrir d'autres services pour le transfert canin. Ce que j'aimerais, moi, c'est pas que Chiot Nordique soit la solution facile, que Chiot Nordique soit OK, ben j'ai une portée, je te la donne. Non. Oui, tu as une portée, tu me la donnes. Est-ce qu'on peut avoir un service vétérinaire où on stérilise tout de suite ta femelle? Est-ce qu'on n'a plus de famille d'accueil? On fait quoi? On peut pas transférer ton chien? Est-ce qu'on peut pas développer une plateforme qui dit, OK, ben c'est l'adoption par le propriétaire, mais à Wemontashi? Donc, il y a plein d'autres facteurs différents qui vont rendre ça plus difficile, mais bref, c'est faire un groupe de travail pour avoir d'autres solutions que juste des transferts simplifiés. Ouais. Wow! Mais ça passe des choses dans 5 ans? Dans 5 ans? Mais tu sais, tout ça est en branle déjà. C'est hot. Ben oui. C'est tout embryonnaire, c'est tout parti sur le feu.
Mais c'est fucking intéressant. Ben oui. Ben, surtout que là, vous avez des ressources que puis c'est plate, mais comme tu dis, le bénévolat, à un moment donné, ça a ses limites parce qu'il y a la vie, tu sais, tout simplement. Puis c'est que là, tu as des ressources, tu dis là, enfin, vous êtes quelque chose après tout ce temps-là, puis toutes les heures, puis toute l'énergie que tout le monde met. Là, tu peux dire c'est du concret, puis tu fais pas juste te scinder en deux, parce que juste pour un cerveau normal, là, tu sais, ton deep work que tu fais pour Chio Nordique versus retourner à l'université puis retourner, ça n'a pas de sens, là. Non, mais je retournerai pas. Non! Mais je retournerai pas. C'est pas que c'est sûr, d'entrée de jeu, on est un OSBL, là, tu sais, on n'a pas d'avantages sociaux, on n'a pas de... Bon, hein? Puis on n'a pas même de sécurité d'emploi, en ce sens où du financement, des fois, ça va être établi que tu as la première année ou tu as jusqu'en 2027, tu as jusqu'en... Puis après, c'est à voir. Fait qu'il faut aussi que, comme personne, tu sois en mesure de dire bah, ça se peut que j'aille plus de job l'an prochain. Exactement. Mais ça se pourrait. C'est pas ça qu'on veut. Puis je pense qu'on démontre qu'on est la référence. Puis tu sais, on est même la référence pan-canadienne pour plusieurs choses parce qu'on est financé par des organismes pan-canadiens. On a des tables de travail. D'autres organismes font comme faites tout ça. Oui, puis c'est ce qui est beau, c'est qu'on a, je trouve, tenu un organisme bénévole qui, selon moi, la mission devrait être ça devrait être une mission provinciale, financée par provincial ou fédéral, même par les divers paliers de gouvernement. Enfin, on a un financement. On a tenu ça à bout de bras en étant des humains un petit peu fous. Mais en se disant crime, oui, on y croit, oui, on continue. Puis c'est le Chio Nordique de 2012 versus le Chio Nordique de 2025, là. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, là. Je ne referai jamais ce que j'ai fait en 2012. C'est fou. Mais tu sais, comme là, tu parlais justement d'aller idéalement d'avoir du financement et tout, mais comment que nous, dans la vie de tous les jours, on peut aider à financer? Y a-t-il des façons? Je sais que, mettons, jadis, quand je travaillais en boutique, on pouvait donner, je pense, des sacs de nourriture, mais là, je pense que c'est plus toutes les sortes, ou en tout cas, je sais plus, il faut que ça soit ouvert, pas ouvert, parce que je sais que même dans les refuges, c'est rendu compliqué si le sac est ouvert, en tout cas, ça, c'est une histoire aussi, là. Mais tu sais, comment que nous, on peut donner? Est-ce qu'on peut donner juste de façon financière? Est-ce qu'on peut donner, tu sais, ont-ils besoin de harnais ou whatever? Tu sais, c'est quoi les sortes de financement que la population peut donner qui ne peuvent pas faire du bénévolat, mettons? Mais je pense que le don le plus important, c'est d'en parler. De démystifier c'est quoi, que ce soit Chio Nordique ou la réalité des chiens en communauté, ou de faire en sorte que... Tu sais, moi, je les appelle les grands oubliés des fois, là. Puis c'est bien les communautés autochtones, que ce soit canins ou humains présentement, ça rayonne, puis enfin, on en entend parler, là. Tu sais, à un moment donné, il existe, là. Mais c'est la même chose pour les chiens en communauté. Fait de s'informer, de sensibiliser, de partager, de commenter, d'aller voir notre site Internet, surtout notre page Facebook qui est très active, c'est d'en parler puis de poser des questions. Tu sais, avant d'avoir un jugement très arrêté sur une chose, c'est pose-moi la question, je vais t'expliquer, puis peut-être que tu vas rester avec la même opinion. Puis exactement, peut-être que finalement tu vas faire « Ah ouais, c'est pas si pire que ça ». Puis au niveau des dons financiers, ben tous et chacun peuvent faire un don via une plateforme, là. Donc, nous, on émet des reçus d'impôts. Il peut y avoir des initiatives personnelles de s'attendre de faire une course de canicross pour CN, puis de remettre 5 000 $. Il y a plein de belles initiatives, là, surtout des jeunes au primaire, secondaire, c'est magnifique. Des dons, on prend les dons de nourriture. Nous, les sacs de nourriture, même ouverts, s'en vont en communauté, en tout ça, puis pas manger. Des colliers, des harnais. Nous, on remet colliers, laisse. Souvent, on a toujours un bac en communauté à côté de la table d'accueil où les propriétaires prennent ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'écrire, dans le fond, pour pouvoir donner ça, c'est qu'ils communiquent avec la page Facebook ou l'adresse courriel. Exactement. Okay. info@chionordique.com. OK. Oui. Très cool. Oui. Merci, Dave, d'avoir été là. Fait que là, on est rendu à la dernière question. Puis là, bon, on se doute un peu de la réponse. Mais on a inculqué ça dans les derniers épisodes de podcast pour permettre justement de connaître un peu plus personnellement nos invités. Vraie vie de chien. Donc, on veut savoir c'est quoi ta race de chien préférée ou rêver ou la race de chien que tu n'aurais jamais. Ben moi, c'est pas de race, là. Tu sais, c'est très simple, mais je dirais mes typés préférés, c'est les typés nordiques, là. C'est pas... Ouais, non, je pense que c'est pas une surprise. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent des trous dans mon terrain. C'est leur terrain, tu sais, bref. Typés nordiques. Puis, ben, je dirais
les typés petits chiens, là. T'as tout. Souvent, ça. Moi, c'est ça, les petits chiens. J'aime pas les petits chiens. Mais ça sent un petit chien nordique. Peut-être. On s'est dit l'autre fois, moi et mon chum, on a vu un petit, on a fait, ben, tu sais, dans notre vie future, là, où Awen puis Paluk seront plus là, puis qu'on va être en van, on va faire du mountain bike, peut-être un petit chien, puis là, finalement, je suis comme, ah non, je suis pas capable. Je sais pas les races. Il y en a, c'est quoi, mettons, les plus connus, entre guillemets, dans les Nordiques, petites races? Dans les petites races, il y a du chihuahua en masse, mais je pense que c'est plus un tort génétique, là, puis on en arrive bien, mais il y a dans des communautés, il y a comme des corgis nordiques, là, ils sont très courts sur pattes, mais des grosses têtes de labrador. Ah, mon Dieu. OK. Mais ça dépend des communautés, puis il y a des tendances, hein. On a fait Pessamit, là. Il y a Ça, fou. c'est un endroit, sûrement? Pessamit, oui, c'est une communauté inou. À m'arriver Pessamit, j'étais là. Ouais. Ben, c'est quand même pas si loin que ça, en plus. C'est sur... De la misère à Fuit le Montréal, fleuve. hein, OK, fait c'est que- correct. Ben, eux autres, ils ont du chat à côté, puis ils ont des chiens de petite race, là. Tout Voyons, à race Mississippi, confondue. là, du brag, du chien de chasse, il y en avait. Oui, beaucoup. Et des chiens de race. Des vrais. Manawan. Parce que c'est eux qui me l'amènent, puis ils font juste comme les domper là, puis à un moment donné, ça... Des bergers Ils sont à allemands. des propriétaires. Ils sont à des propriétaires, Ah, mais mais qu'est-ce qui fait que ça devient une ils genre sont en de- liberté. Ils sont en liberté postérité. On a Non, déjà mais dans vu... le sens, c'est pourquoi, tu sais, mettons, je me disais, je sais plus trop, Ching Chong Chang Chong, il y avait du labrador, puis là, puis tout Sotra avait, mettons, telle sorte de, mettons, corgi. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y en a que c'est justement plus du lab? Tu sais, ils viennent d'où les labs ou les corgis ou les Ben, whatever, les si labs. c'est- Les typés communautés, labs, ouais. c'est pour la chasse. Ok, ils font de la chasse là-bas, fait qu'ils Oui. l'utilisaient pour ça. Exactement. Ok. Typés nordiques, c'était pour le transport. Fait qu'ils sont restés avec, je dirais, ces typés-là. Ok. Dans le temps. Esquimaux aussi, plus qu'on monte. là, les Ah, mais petits je pourrais Esquimaux. dire... Ah, ben, attends. Inuit canadien. Ah oui, finalement. Ah, Inuit canadien, Oui. c'est les plus beaux Oui. chiens du monde. Oui, finalement, tu changes ton fusil Ouais. d'épaule. Ouais. Ben, c'est un C'est typé nordique. Ben oui, dans le fond. Puis, oui, je saurais jamais s'il peut race ou pas. Ben non, mais ils se Fait que- ressemblent tous, là, tu le Ouais. sais. là, t'es comme- Exact. Ben, j'ai googlé ça après. Ouais. Ouais. Très cool. Oui, merci d'avoir été là, Daph, encore, d'avoir pris de ton temps. Merci. Je pense que pour vrai, ça va aider à démystifier beaucoup de gens, tu sais, beaucoup de questions, justement, des commentaires ou peu importe des questions qui revenaient de quand t'es pas dans l'univers de Chou Nordique. Là. Fait que non, un podcast très intéressant. Merci. Ouais, merci. C'est à vous deux, Seigneur.